Bonsoir à tous, bonsoir Natacha, bonsoir Karim, bonsoir Jean-Michel. Avant de commencer cette émission, j'ai envie de vous dire merci. La mobilisation stupéfiante d'hier a réchauffé le cœur d'un pays qu'on disait désenchanté et du même coup celui de tous ceux qui n'arrivaient pas à se consoler du massacre de 17 innocents. Oui, merci à vous tous pour cette magnifique journée. Le sursaut tant espéré a eu lieu. Il va falloir faire preuve maintenant d'une vigilance de tous les instants, à commencer par celle à la sortie des écoles juives de France, désormais surveillées par l'armée. Avec nous ce soir pour parler de ces mesures de sécurité renforcées et de la protection d'une population une nouvelle fois stigmatisée, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Vous êtes philosophe, ai-je besoin de vous présenter. Delphine Horviller, rabbin du mouvement juif libéral de France. Harry Roselmack et Philippe Pécoul, présentateur et rédacteur en chef de 7 à 8 sur TF1. On va parler avec vous dans quelques instants, mais d'abord, on va commencer avec un extrait du document que vous avez diffusé hier soir, messieurs. L'un des otages du supermarché Cacher de la Porte de Vincennes, qui a eu la vie sauve, se confie à vous, Harry. On regarde. Quand on est remonté avec le raid, ils nous ont dit de ne pas regarder sur les côtés, de partir tout droit et de ne pas regarder. Quand on est monté, il y avait du sang partout. Pire qu'un film, quoi. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas trop regardé. J'ai pris la dame avec le bébé et j'ai sorti avec elle tout droit sans regarder devant moi, quoi. Mais même si on voulait pas regarder, on voyait que tout était cassé dans le magasin, du sang partout. Même les mecs du raid, ils avaient du sang sur eux. Une horreur. Bernard-Henri Lévy, il n'y a jamais eu autant de juifs français qui partent s'installer en Israël, 130% de plus qu'en 2013. Est-ce que ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'il est incontestable que les juifs français se sentent souvent de nouveau indésirables en France. Il y a des quartiers où on ne peut pas porter de kippa, il y a des parents juifs qui envoient leurs enfants juifs avec la peur au ventre à l'école. Et puis il y a ce qui s'est passé là. Dans cette séquence tragique, terrible, on a vu les djihadistes ont assassiné des hommes et des femmes à Charlie Hebdo à cause de ce qu'ils, et c'est ignoble, à cause de ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire de leur héroïsme, de leur dessein, de leur talent. Et puis ils ont assassiné 4 hommes à cause de ce qu'ils sont, à cause non pas de ce qu'ils ont fait, mais des hommes dont le seul crime est d'être nés. Donc c'est vrai que ça pose un vrai problème. Moi je suis de ceux qui pensent, et je le dis très souvent, que évidemment, il ne faut surtout pas déserter. Il ne faut pas désespérer. La République est là. Par rapport aux années 30, la grande différence, c'est que les élites républicaines tiennent bon. François Hollande, Manuel Valls, les maires de grandes villes, de droite ou de gauche, quand les spectacles de Dieudonné ont été interdits, ont tenu ferme sur les principes. Donc, bien sûr, il ne faut pas partir. Moi, je peux vous dire qu'avant que je parte, j'attendrai d'abord que ceux qui vont apprendre à tuer du juif en Syrie, eux partent définitivement. Delphine Horviller, vous êtes rabbin du mouvement juif libéral de France. Est-ce que depuis les 4 morts de l'hypermarché de vendredi, des juifs viennent vous voir pour vous dire qu'ils comptent partir ? Je crois qu'ils n'ont pas attendu les morts de cette semaine pour venir. C'est une question qui habite les Juifs de France depuis déjà assez longtemps. Vendredi, pendant la prise d'otage, on préparait l'office de Shabbat. On a décidé dans ma synagogue que cet office aurait lieu. On s'est tous retrouvés. Il y avait plus de 300 personnes réunies à la synagogue pour prier, chanter ensemble. Et c'est vrai qu'on entend et on doit entendre aujourd'hui ce qu'est cette angoisse. On a eu la particularité de vivre, voilà, quelques jours où on a oscillé entre des sentiments finalement extrêmes contraires, une angoisse terrible, un désespoir, et puis ce qu'on a vécu hier qui, je crois, nous a rendu un petit peu d'espoir. Moi, personnellement, je suis sortie de cette manifestation avec le sentiment qu'elle m'avait fait du bien et j'ai essayé de comprendre pourquoi, en réalité. C'était le cas de beaucoup de gens. Il y a peut-être cette femme aussi qu'on va voir. On a vu dans ce document, je le répète, incroyable de 7 à 8 hier soir. C'est une femme qui arrive devant l'hypercachère vendredi, porte de Vincennes. La prise d'otage est en cours, donc elle n'est pas prise en otage. Et voilà ce qu'elle dit à vos équipes à ce moment-là. On a entendu des bruits affreux, des cris à 1 seconde près. Moi, j'y étais dans le magasin, alors c'est terrible. Quel état d'esprit vous êtes ? Je me dis, ben voilà, dimanche, on part en Israël. On part, on ne peut plus vivre ici, on peut plus vivre ici. Harry, vous avez perçu cette angoisse palpable ? Oui, bien sûr, on est des témoins un peu privilégiés de ce qui se passe dans le pays. Et donc, effectivement,
on ressent l'état d'esprit d'un pays. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, ce qui se passe concernant la communauté juive de France, c'est un échec, j'ai presque envie de dire de plus, de la République réelle. La République réelle, c'est quoi? C'est la société, c'est nous. Et cette République réelle, elle est en échec par rapport à la communauté juive, elle est aussi en échec par rapport à ces jeunes qui partent se radicaliser ailleurs et qui en reviennent pour tuer, pour détruire cette République. Elle est en échec aussi face à tous ceux qui professent la haine. Donc, je pense qu'il faut tous se remettre les choses en question. ne sont pas comparables. Attendez, on ne peut pas mettre sur le même plan. Je ne mets pas sur le même plan, je dis simplement que c'est une manifestation de l'échec de cette République réelle qui n'arrive pas à créer le ciment suffisant. Si, on peut le dire, parce qu'elle République des textes et des déclarations et des écrits. Il faut arrêter avec l'idée que c'est parce qu'il n'y a pas assez de ciment républicain que les gens partent en Syrie pour apprendre à tuer, pour apprendre le djihad. Ils partent en Syrie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le malaise social, avec la misère des banlieues. Il faut arrêter avec ça. Et de l'autre côté, des gens dont le seul crime était d'aller faire leur course. Je ne mets pas les deux sur le même plan, évidemment. Je ne mets pas les deux sur le même plan. Leur seul crime était d'aller faire leur course du vendredi pour Shabbat. Et là, ils ont été pris au piège dans une souricière et visés comme tels. Vous savez quoi ? C'est pas la République réelle dans les deux cas. Je veux simplement dire qu'un jeune qui est né dans ce pays, qui a grandi dans ce pays, et qui, moi, parce que j'écris ou je dis que les valeurs fondamentales de ce pays sont celles qui doivent nous réunir et que cette personne me traite de vendu, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément frustré de cette République réelle qui ne répond pas à ses attentes. Et c'est quelqu'un... Oui, mais vous avez, entre être frustré et être assassiné, il y a une marge. Il y a une marge, mais on y arrive. Moi, j'ai fondé il y a 30 ans une très belle institution qui s'appelait SOS Racisme. Et le mot d'ordre d'SOS Racisme, c'est qu'en effet, un beurre, un juif qu'on assassine ou qu'on tourmente, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a quand même une différence majeure entre des jeunes qui ne se sentent pas intégrés et des juifs qui sont assassinés. C'est pas ça ce qu'il dit, mais peut-être que ce qu'il dit, c'est aussi que c'est rarement des fils de diplomates qui se retrouvent en Syrie. Voilà, c'est que ce sont des jeunes qui sont dans une certaine situation sociale. C'est tout à fait vrai, Karim, mais on pourrait ajouter juste une chose. Voilà. Il y avait d'abord le livre Les territoires Ben Laden était un fils de milliardaire. Omar Sheikh, l'assassin de Daniel Pearl, était un ancien élève de la London School of Economics, c'est-à-dire de l'ENA anglaise. Pour revenir au débat Natacha. et au devenir de ces jeunes Français. Les territoires perdus de la République, livre qui est paru en 2002, parlait de la montée de l'antisémitisme dans les collèges et lycées, dans certaines banlieues. C'était 2002 déjà. Et là, aujourd'hui, on trouve sur le site slate.fr un article terrible aujourd'hui qui s'appelle « Est-il trop tard pour les Juifs de France ?» Shimon Samuels, qui est directeur des affaires internationales du centre Simon Wiesenthal, écrit « Une culture de l'excuse a longtemps exonéré les antisémites de leurs responsabilités parce qu'ils sont aliénés, méprisés, rejetés, sans emploi. » Alors la question, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait eu quand même déni des réalités ou est-ce que c'est un excès? Delphine? Ce qui est clair, et c'est la raison pour laquelle je me suis sentie bien dans la manifestation d'hier, c'est que pour la première fois, j'avais l'impression que j'y manifestais pas que comme juive. Et ce qui est clair, c'est que la communauté juive ou les juifs de France ces dernières années ont très souvent eu l'impression que lorsqu'ils pleuraient les morts, eh bien on leur disait « vous pleurez vos morts », alors que c'était les morts de la nation et que peut-être qu'ils se sont sentis seuls en de multiples occasions. Et hier, pour la première fois, j'ai eu l'impression dans cette manifestation que je n'étais pas que juive, j'étais une enfant de la nation parmi plein d'autres. Et en réalité, ça c'était différent à travers les slogans qu'on voyait, les gens qui portaient des slogans « je suis juif, je suis musulman, je suis journaliste, je suis flic ou je suis Charlie », eh bien la plupart du temps, ils n'étaient rien de tout ça. Et pour une fois, ce mensonge disait une réalité, quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, c'est que finalement faire société, c'est avoir mal à l'autre, c'est-à-dire être capable d'avoir mal d'avoir la possibilité de dire « je » pour un autre qui n'est pas moi, et c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Ce que je veux dire, juste pour être bien compris, c'est que c'est notre responsabilité à tous de faire en sorte que la communauté juive se sente en sécurité dans son pays, mais c'est aussi notre responsabilité à tous de faire en sorte que ces enfants de certains quartiers, de certaines confessions religieuses ne soient plus tentés par ce genre d'extrémisme-là. Oui, tout à fait. Juste ce que je veux dire, Bernard-Henri. C'est évidemment la responsabilité de la République, bien sûr, de récupérer ces territoires perdus.
c'est la responsabilité de la République de faire en sorte qu'il n'y ait pas, comme il y en a eu la semaine dernière, des agressions contre des mosquées. Il y en a eu quelques-unes et c'est quelques-unes de trop. Mais c'est aussi la responsabilité de la République de faire en sorte que lorsqu'on demande une minute de silence dans les écoles, cette minute de silence soit respectée partout. C'est la responsabilité de la République de demander à ce que le jour de deuil où les corps des victimes de l'assassinat de Charlie Hebdo étaient encore chauds, qu'on ne chante pas dans certains quartiers, dans certaines rues, des chants d'intifada. Voilà la responsabilité de la République. Elle est globale. Et après, il y a en effet, et ça, cher Harry, je sais que vous le savez, mais il faut le répéter, il y a 4 hommes qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et ça, en 2015, c'est impensable. Évidemment. Et donc, moi, je comprends l'angoisse de ceux qui se demandent s'ils sont encore bienvenus en France. Jean-Michel. Je pense qu'ils ont raison de se poser la question et qu'une réponse, en effet, chaleureuse, comme celle de Valls, de Hollande et comme celle de la manifestation d'hier, doit leur être apportée. Alors, que doivent faire les Juifs de France ? Pardon ? Que doivent faire les Juifs de France ? Benjamin Netanyahou, qui est venu à Paris ce week-end pour participer à la manifestation, samedi soir, a dit sans détour qu'à son avis, il devait quand même réfléchir au départ. On l'écoute. כל יהודי שרוצה לעלות לארץ יתקבל כאן בלב חם ובזרועות פתוחות. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Les Juifs de France sont au cœur de la République. Voilà, et ça lui a valu la réponse de Manuel Valls, qui dit cette belle phrase tout de même, sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Oui. C'est quand même une belle phrase. Que doivent faire les Juifs de France ? Donner tort à Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire montrer qu'il y a une autre solution, en effet, que de partir, que de déserter. C'est vrai, Manuel Valls a raison. Les Juifs de France ont contribué à faire la France. Si vous regardez l'histoire de la Troisième République, les grands bâtisseurs de la République, vous voyez à quel point ce que Emmanuel Levinas appelait le franco-judaïsme a été fondateur de cette République. Ils ne vont pas l'abandonner, ils ne vont pas la laisser à des bandes de canailles qui vont apprendre le djihad en Syrie et qui en reviennent. Je voudrais rappeler que depuis 20 ans ou 30 ans, les pouvoirs publics se soucient des racines de l'antisémitisme. Notamment la loi Guesso a été votée, qui a criminalisé la négation de la Shoah, qui est souvent critiquée encore dans le débat actuellement au nom de la liberté d'expression, mais c'est bien que cette loi existe. Et il faut aussi dire que dans le scepticisme général, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a interdit les spectacles de Dieudonné. Ce ne sont pas des actes faciles à faire, et c'était aussi des actes de soutien. C'était pour l'honneur de la République et aussi des actes de soutien envers la communauté juive. Delphine Orviller, vous restez confiante quand même ? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est engagé dans un véritable combat. Et la question qu'il faut se poser, ce que les événements qu'on vient de vivre nous enseignent, c'est que le système est défaillant. Vous savez, comme quand un ordinateur plante et qu'on vous annonce multi-system failure. Voilà, le système est défaillant un peu partout. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup aussi en tant que rabbin, c'est de poser la question des défaillances aussi théologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble avec les leaders des religions ? Il n'est pas question de stigmatiser les musulmans ou de leur imposer de répondre à cette question théologique, mais vraiment tous ceux qui parlent au nom des textes, toutes religions confondues, de se poser la question des lectures meurtrières, comment apparaissent-elles, de ne pas faire semblant qu'elles apparaissent comme ça dans un vacuum ou hors du texte. On sait qu'on peut lire les textes de telle ou telle manière, qu'il y a des lectures meurtrières et des lectures qui mènent à la vie. Quelle est notre responsabilité à nous, maintenant, lecteurs, interprètes ? C'est ce que j'essaie de faire dans la revue dont je m'occupe. On venait de sortir un trimestriel. Voilà un numéro. Atelier de pensée juive. Un atelier de pensée juive qu'on a construit entièrement avec des voix musulmanes et des voix juives, avec des imams et des rabbins qui pensent le texte. Dont Abdenour Bidar qui était sur ce plateau il y a quelques jours. Rachid Benzine, beaucoup d'autres qui aujourd'hui croisent leur regard sur les sourates, sur la Genèse. Aujourd'hui, parmi toutes les défaillances du système, il y a une défaillance aussi théologique sur laquelle il faut se pencher et c'est un de nos soucis. Delphine Orviller, merci. Bernard-Henri Lévy, merci d'être passé sur ce plateau. Harry Roselmack, Philippe Pécoul, vous restez avec nous. Pour répondre à ces questions, y a-t-il eu des failles dans la surveillance des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly et comment éviter un autre carnage de ce genre ? Deuxième extrait de 7 à 8 dans les coulisses du ministère de l'Intérieur au moment où Bernard Cazeneuve apprend qu'une deuxième prise d'otage vient de débuter. Ça se passait porte de Vincennes, oui. Place Beauvau, le